Hello, bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice, et mon roman Le secret du Belten va être publié en juillet 2025 chez Conséquence Éditions. Dans ce podcast, on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as déjà ressenti une perte de motivation, l'envie de tout arrêter en te disant que ça n'a pas de sens, que tu sais pas où tu vas, que les autres font mieux que toi? Bon, je te rassure tout de suite, la plupart des artistes indés sont déjà passés par ces phases qui sont complètement normales. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler justement motivation, concentration, comment rester aligné avec ses valeurs, ne pas perdre le cap et ne pas céder aux doutes qui sont tout à fait normaux. En tant qu'artiste et illustratrice, je suis souvent passée par ces phases et d'autant plus que je suis quelqu'un d'assez volubile, c'est-à-dire qui a beaucoup d'idées et qui a envie de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de projets divers et variés qui parfois ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Je fais une fiction audio, je fais de l'illustration, je fais de l'écriture, enfin bref. Et j'ai toujours envie de me lancer dans des nouveaux projets, ce qui a eu pour conséquence notamment l'année dernière et en ce début d'année, d'avoir des to-do list à rallonge sur ma semaine et de très vite être fatiguée, être épuisée et pas savoir où je vais parce que c'est quand même assez difficile de concilier tout ça en une seule activité et de répartir son temps entre tout ça, c'est-à-dire à quel point il faut que j'écrive dans ma semaine pour terminer mon roman, à quel point il faut que je me consacre à l'illustration si je veux finir tel ou tel projet, quelle partie de temps je consacre aussi à la réflexion sur les projets futurs et ce que j'aimerais mettre en place. Est-ce que ça doit être 20% de mon temps? Est-ce que c'est vraiment crucial et que je dois y passer 10 heures? Et évidemment, quand on est dans ce genre de réflexion, il y a beaucoup d'enthousiasme. Moi, je prends énormément de plaisir à penser à tout ça et à penser mon activité artistique en général. Mais n'empêche que ça engendre aussi beaucoup de doutes parce que parfois on a une super idée de projet, on réfléchit longtemps dessus, puis on se rend compte que ça s'inscrit pas dans ce qu'on fait ou que finalement c'est pas assez bien. Et du coup, est-ce que le reste aussi est assez bien finalement? Et on peut très vite se laisser emporter par ce flux de pensées, notamment encore une fois quand on est comme moi et qu'on réfléchit vraiment beaucoup, il y a forcément une comparaison qui se fait avec les autres artistes qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux à cause d'un biais qui fait que on a tendance à toujours montrer que le positif et moi j'essaye de pas trop le faire et de montrer aussi les phases qui vont pas. Mais c'est vrai qu'en général, quand on se balade sur des comptes, par exemple d'illustratrices connues, on voit leurs accomplissements, leurs dessins, et on voit pas toutes ces phases qui sont derrière, de doute, de réflexion. Et du coup, on peut avoir l'impression qu'elles n'existent pas et qu'on est tout seul à passer par ça. Et donc, en plus, avoir une forme de culpabilité et de fait de se sentir nul, tout simplement, et pas à la hauteur par rapport aux autres. Et je pense que ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast à l'origine, c'est pour montrer qu'en fait, on passe tous par les mêmes phases, plus ou moins à différents stades de notre pratique artistique, et qu'il y a plein de choses qu'on a tendance à dévaloriser, qui sont en fait tout à fait normales, qui font partie du processus, parce que on est des artistes, on n'est pas soumis aux mêmes actifs de productivité qu'un salarié dans une entreprise, et il y a des phases qui sont incompressibles, notamment, comme je disais, les phases de réflexion, parce que quel que soit ton art, tu peux pas juste te poser devant ta feuille blanche et réussir à pondre un roman, une illustration. Il faut d'abord une phase de réflexion, de savoir ce que tu vas faire, ce que tu as envie de faire, une phase de croquis, de brouillon, où tu vas faire des essais et où ce ne sera pas forcément réussi. Et ensuite, la phase où tu as atteint ton projet, tu sais ce que tu veux faire et du coup, tu mets en place des choses pragmatiques pour y arriver. Et si tu as écouté mon épisode de podcast sur comment documenter ta pratique artistique, que j'ai posté il y a quelques semaines maintenant, tu sais que en fait toutes ces phases, elles sont positives, elles font partie du processus
Et j'expliquais que c'est aussi très très important de les partager à ton auditoire pour plein de raisons différentes sur lesquelles je vais pas revenir aujourd'hui parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode parce que ça fait un bon complément aussi à ce que je vais essayer de t'expliquer, puisque en fait ces phases elles sont tout à fait normales, comme j'ai dit, en fait tous les artistes passent par là et moi je l'ai bien constaté parce que même si on se sent tout seul, moi j'ai quand même beaucoup d'amis artistes et donc je discute beaucoup avec les gens et je me rends bien compte qu'on est tous dans le même bateau et que parfois c'est vraiment difficile pour beaucoup de personnes, c'est juste que ça se voit pas forcément au premier abord, notamment les doutes, si on n'est pas quelqu'un qui extériorise facilement en communiquant avec ses proches ou dans sa pratique artistique d'ailleurs, ça peut juste mariner dans ta tête et tourner en boucle et ruminer et être hyper négatif. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te proposer 3 outils qui sont très très faciles à mettre en place, vraiment qui te prendront pas du tout de temps et au contraire que j'ai essayé de penser pour que tu puisses très facilement les intégrer dans ta routine créative si tu en as déjà une et qui, j'espère, vont te permettre de te sentir plus aligné avec ce que tu fais et de retrouver de la motivation au quotidien et aussi sur le long terme, ce qui est très important. Le premier outil dont j'aimerais te parler, il peut sembler un peu contre-intuitif, mais en gros, c'est de supprimer ta to-do list. Ça, c'est un truc qui m'a fallu très longtemps pour réintégrer parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez organisé. J'aime bien avoir des plannings et j'aime bien noter sous forme de to-do list ce que j'ai à faire parce que ça me permet de m'y retrouver, de sortir ce que j'ai dans la tête, etc. Et en fait, c'est en discutant avec une copine qui, elle aussi, était à la limite du burn-out en début d'année, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on surchargeait vraiment trop nos plannings, notamment à cause de ces to-do lists qui, comme j'expliquais au début, quand tu as beaucoup de projets, c'est très très facile de te retrouver avec des pages et des pages de to-do list et au final, tu sais plus où donner de la tête. Et surtout, tu as l'impression de ne jamais avancer parce qu'il y a tellement de tâches et de petites tâches à faire au quotidien que bah, tu es juste submergé. Donc, ce qu'on a commencé à faire toutes les deux et ce que j'aimerais aussi te proposer de faire de ton côté si tu en as envie évidemment, c'est d'appliquer la règle des 3 priorités. En gros, pour ta semaine créative, tu vas te fixer 3 priorités qui sont pour toi essentielles à ton projet court terme et long terme. Et il faut vraiment que ce soit voilà 3 priorités. Donc on dit adieu à toutes les sous-tâches qui composent les plus grosses tâches que tu vas mettre dans cette liste et on essaie vraiment de se concentrer sur ce qui est très très important, urgent ou vraiment juste important à faire pour cette semaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces tâches, c'est pas parce qu'on les appelle des priorités que ce doit être des trucs énormes. Par exemple, moi, en tant qu'autrice, je vais pas mettre parmi mes priorités écrire un roman ou terminer un roman parce que c'est pas concret et c'est énorme. Sur la semaine, je pourrais jamais atteindre cet objectif. Par contre, je sais que si je veux terminer mon roman dans le plus ou moins long terme, dans un mois, 2 mois, je sais quel nombre de mots ou quel nombre de chapitres il faudrait que j'écrive sur cette semaine. Et donc, je vais me mettre cet objectif-là, par exemple, écrire 3 chapitres sur la semaine. Et je vais comme ça choisir 3 choses qui me semblent importantes et où je sais que je vais pouvoir les faire d'une part et que d'autre part, si je les fais, je me sentirai fière, tu vois. Et ça peut être aussi quelque chose de très bête, entre guillemets, comme répondre à un mail ou faire mes papiers URSSAF, parce qu'en plus on est un peu dans la période. Mais c'est très important et c'est le genre de choses qu'on a aussi tendance à procrastiner et à repousser parce que ça fait pas partie de la création pure et dure, mais en fait ça fait partie de l'activité artistique. Et si c'est vraiment important, ben, il faut le faire. Et c'est très très bien de le mettre en priorité si c'est une priorité parce que vous êtes au bout de votre deadline ou parce que vous voulez vous en débarrasser ou parce que simplement, ben voilà, il faut le faire, donc je me le mets comme ça, je suis sûre que c'est fait. Donc vraiment, j'insiste, on n'est pas sur des points qui doivent être colossaux et énormes. Ça peut être des choses qui vous semblent très très petites
Et par exemple, moi, sur ma to-do list de cette semaine, il y avait réfléchir à mon planning d'auto-édition pour 2026 parce que j'aimerais bien me lancer plus sérieusement dans l'auto-édition l'année prochaine. Et donc, ça fait partie de mes priorités de cette semaine et je l'ai fait ce matin avant d'enregistrer cet épisode de podcast. Je me suis posée pendant 1 heure et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah voilà, combien de livres je pourrais publier l'année prochaine qui soient un rythme à la fois tenable sur le plan pratique et intéressant financièrement pour que je puisse potentiellement vivre de l'écriture. Et donc là, j'ai passé, je pense peut-être 1 heure, 1 heure et demie là-dessus, et ensuite à convertir mes réflexions dans un tableau Notion. Donc j'ai rien accompli, entre guillemets, j'ai rien produit, mais j'ai avancé dans ma réflexion, et comme mon but c'est de vivre de l'écriture en partie, ça me fait avancer vers ce projet, et donc je suis très contente de l'avoir fait. Et ensuite, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué pour organiser sa semaine si on a comme ça que 3 priorités, vous pouvez réintégrer la to-do list dans ce principe-là, c'est-à-dire décomposer seulement vos 3 priorités en sous-tâches qui vont vous permettre de terminer ces 3 priorités. Par exemple, moi, si je reprends mon exemple de 3 chapitres sur cette semaine, 3 chapitres, ça fait, 10 000 mots. Donc il faut que j'écrive plus ou moins 3 séances de 3000 mots, tu vois, ce genre de choses. En fonction toujours de ton rythme, de tes préférences. Par exemple, je sais que moi j'aime faire des séances d'écriture qui sont courtes mais intensives entre guillemets. Donc je vais pas me fixer faire 4 heures d'écriture sur une demi-journée parce que ça m'intéresse pas, ça me correspond pas. Par contre, je vais pouvoir me dire lundi, mercredi et jeudi, je consacre 1 heure dans ma matinée à écrire pour faire ces séances. Et ça, encore une fois, c'est à vous de l'adapter. Si vous ne ressentez pas du tout le besoin de faire une to-do list, franchement, vous encombrez pas de ça, restez-en à vos 3 priorités et débrouillez-vous avec ça. Mais moi, j'aime bien quand même avoir une to-do list, mais maintenant, j'ai changé de façon de l'appréhender et c'est plus une liste de choses à faire, une liste de tâches, c'est plutôt un endroit où je me décharge l'esprit et où je vais noter en vrac les choses que je dois faire et que j'ai besoin de faire. Et là, ça peut être aussi des trucs vraiment basiques, genre répondre à un mail, publier un post sur Instagram, etc. Mais ça, je m'y réfère pas forcément au quotidien. C'est vraiment juste un endroit où je peux me décharger et me vider l'esprit. Parce que sinon, j'ai ces tâches qui tournent en boucle dans ma tête où je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et ça m'encombre. Et moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime bien cocher pour avoir ce sentiment d'accomplissement. Ça peut sembler un peu bête, mais ça marche vraiment sur moi. Donc je préfère faire ça. Mais néanmoins, c'est plus un guide que je m'impose et j'ai pas une liste de 10 tâches par jour. Ça, c'est hors de question maintenant. Parce qu'en gros, je décline la règle des 3 priorités de ma semaine à mes journées. Et par jour, je me dis, là, j'aimerais bien faire 1 ou 2 choses. Ça peut être écrire un chapitre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être des choses plus petites ou plus intangibles. Par exemple, réfléchir à une couverture de roman. Enfin bref, je me fixe comme ça vraiment 1 ou 2 tâches de sorte à ce que ce soit plus atteignable et 1 ou 2 tâches créatives. Et évidemment, ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont se greffer là-dessus, mais ça, je le fais un peu au fil de l'eau. Par exemple, je note plus dans mes trucs de faire mes posts Instagram parce que je le fais quand j'en ai envie, je me fixe pas d'objectif, etc. Parce que l'idée de cette règle, c'est de vous apporter moins de fatigue, moins de charge mentale et plus de sentiment d'accomplir des choses au quotidien. Donc il faut que vous l'adaptiez à ce qui est bon pour vous. Si 3, ça vous semble énorme sur la semaine, fixez-vous qu'un seul objectif. Et si au contraire vous savez que vous pouvez travailler plus sans que ça entrave votre état mental, votre santé mentale, fixez 5 ou 6 priorités. Voilà, n'hésitez pas à adapter. Mais en tout cas, repensez votre organisation en ce sens. Le deuxième point que j'avais déjà un peu évoqué dans ce podcast à plusieurs reprises, c'est le fait de tenir un journal parce qu'on sous-estime vraiment l'importance du cheminement créatif.
l'importance de la réflexion, l'importance des doutes et l'importance du brouillon. C'était aussi, comme je disais tout à l'heure, un des points fondamentaux de mon épisode Documenter la pratique artistique, d'essayer de revaloriser ces étapes qui sont vraiment au cœur de la création. On ne peut pas terminer une œuvre sans avoir fait des tentatives, sans avoir réfléchi et sans avoir fait des ratures, des essais, des ratés. Et tout ça, ça doit vraiment s'intégrer dans votre processus pour pas que ça ait l'air de trucs qui soient annexes, mais au contraire les revaloriser pour vous dire si je veux terminer une illustration, je dois passer par ces étapes qui font partie du processus, qui sont tout aussi valides et importantes que l'illustration finale en elle-même. Et là, encore une fois, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie sur l'épisode Documenter sa pratique artistique que je vous mettrai en description. Et tenir un journal de création, ça peut être quelque chose de très simple. Là, encore une fois, c'est à vous de choisir le format. Si vous êtes à l'aise avec le vlog, pourquoi pas faire un vlog, un podcast ou une vidéo. Si vous aimez écrire, prenez un carnet sur lequel vous mettez vraiment au jour le jour ce que vous avez terminé. Et encore une fois, on ne cherche pas ni la performance ni l'esthétisme. Il faut que ce soit juste, bon ben voilà, aujourd'hui, factuellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à 3 mails, j'ai réfléchi à ma nouvelle collection, j'ai avancé ou terminé un dessin, peu importe, mais décrivez vraiment factuellement ce que vous avez fait, ce qui aura pour objectif quand vous aurez terminé votre semaine et que potentiellement vous serez dans ce truc de syndrome de l'imposteur, de j'ai rien fait, j'ai pas avancé, je suis nulle. Vous reprenez votre carnet et vous vous rendez compte d'à quel point c'est faux et que même si vous n'avez pas réussi vos 3 priorités, même si vous n'avez pas terminé d'immenses projets créatifs sur votre semaine, vous aurez fait tout un tas de petits trucs qui en fait vont nourrir cette pratique et vont vous aider et vous sont utiles. Et qui sont aussi de toute façon nécessaires. On ne peut pas se passer de toutes ces étapes malheureusement. Ou heureusement si on est dans cette démarche de revalorisation du processus que moi j'essaye vraiment de mettre en place. Et là où j'insiste, c'est qu'il faut vraiment que ce soit concret. C'est-à-dire que je sais que ça peut être chiant d'écrire au jour le jour, mais il faut vraiment le mettre par écrit et que ça sorte de votre tête parce que sinon vous allez oublier. Et moi la première, j'oublie vraiment que j'ai fait des trucs dans la semaine, surtout si c'est des trucs un peu nuls, un peu basiques. Et même si c'est des gros trucs, par exemple, je peux oublier que j'ai passé 1 heure à faire le montage d'un épisode de podcast pour qu'il puisse sortir. Alors que c'est fondamental, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut tout noter. Et ça peut paraître un peu bête, mais ça va vraiment vous aider. Et si vous culpabilisez un peu à l'idée de perdre du temps, entre guillemets, sur ce genre de tâches, même si je pense qu'on fera un épisode sur la notion de perte de temps, qui est vraiment un concept idiot, je vais le dire tout de suite, hein, on ne perd pas son temps, le temps il est là, on l'utilise et il n'y a pas de temps perdu. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, si vous avez encore du mal avec ça et avec le lâcher-prise, n'hésitez pas à transformer cette étape en outil de communication, comme je le disais encore une fois dans l'autre épisode de podcast. Et si vous avez un compte Instagram, prenez tous les jours une photo de votre atelier, de ce que vous êtes en train de faire, et postez-le à la fin de la semaine sur Instagram en disant voilà, cette semaine j'ai fait tel et tel truc. Ou si vous avez une newsletter, pareil, faites-le. Et toujours dans cette idée de pas de démarche esthétique ou réfléchie. On est vraiment dans un truc très pragmatique. On n'essaye pas de tirer des conclusions de ce qu'on a fait ou non, de dire c'était bien, c'était pas bien, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Là, on essaye d'être vraiment objectif et honnête avec soi-même, de se dire voilà, j'ai passé 1 heure à dessiner, j'ai passé 1 heure sur ce brouillon, j'ai passé 2 heures à réfléchir. Et voilà, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de jugement à émettre sur ces étapes et c'est très très important. Et le dernier outil dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui va potentiellement pas vous parler au premier abord parce que ça peut avoir l'air un peu trop développement personnel, mais c'est crucial de l'intégrer dans votre routine. Et il s'agit de séances d'alignement, c'est-à-dire de moments dans votre pratique où vous allez vous poser avec vous-même et encore une fois un carnet ou quelque chose pour noter, pour sortir les choses de votre tête et vous poser 2 questions pour savoir si vous avez avancé sur vos projets, si vous êtes toujours aligné avec ce que vous faites.
Donc c'est pour ça que je disais que ça peut ressembler un peu à du développement personnel, parce que là, ce qu'on va chercher à faire, c'est une forme d'introspection. Et encore une fois, je dis pas que ça doit durer 3 heures, hein, ça peut être vraiment 10 minutes. Mais quel que soit le temps que vous voulez accorder à cette séance, il faut que vous le fassiez, que vous vous l'accordiez et que ce soit un temps qualitatif. On ne parle pas de voler 5 minutes dans le métro quand vous rentrez de quelque part. On parle vraiment de vous poser sur votre bureau comme vous le feriez pour travailler et réfléchir à votre activité. Donc concrètement, comment ça se met en place? Si vous avez tenu votre journal comme dans le point précédent, récupérez ce journal et sinon, juste posez-vous les 2 questions que je vais vous donner juste maintenant. La première question, c'est: suis-je aligné avec ce que j'ai fait ou ce que je fais? Et la deuxième question, c'est: suis-je dans la bonne direction pour mon objectif global ou mon objectif de vie? Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. La première question, suis-je aligné avec ce que j'ai fait ou ce que je fais? C'est le moment justement où vous récupérez votre journal de bord si vous en tenez un et vous regardez ce que vous avez fait. Et si cette séance elle s'inscrit par exemple de façon mensuelle ou trimestrielle, je pense que c'est plus intéressant de le faire avec des espaces un peu plus longs parce que de semaine en semaine, ça peut être un peu difficile de voir si on avance sur le long terme. Mais je pense que mensuel ou trimestriel, ça peut être une bonne chose et c'est aussi intéressant parce que ça vous prendra pas beaucoup de temps dans votre routine. Le but, c'est pas que ça vous prenne de la charge mentale, encore une fois. Mais donc, vous vous posez avec votre journal de bord, vous regardez ce que vous avez fait et vous faites un bilan. Et là, encore une fois, on essaye d'être le plus objectif possible et de ne pas se juger soi-même. Le but, c'est pas de regarder, de dire c'était nul, c'est moche, j'ai galéré, nanani nanana. Le but, c'est vraiment de regarder, de dire même si j'ai raté, est-ce que c'est aligné avec ce que j'aime faire? Est-ce que j'ai aimé le faire? Est-ce que ça rentre dans ma conception de l'art en général? Ou est-ce que je me suis peut-être un peu éloignée de mon style parce que j'ai voulu tester d'autres choses? Et là, encore une fois, on n'émet pas de jugement, c'est tout à fait normal, mais c'est justement le moment de se poser ce genre de questions et de se dire: si je me suis éloignée de mon style, est-ce que ça m'a plu? Est-ce que j'ai envie de renouveler l'expérience? Est-ce que potentiellement j'ai envie d'avancer vers ce style? Ou au contraire, est-ce que c'était bien de tester, c'était intéressant et je me rends compte que je préfère ce que je faisais avant ou une autre approche, etc. Et c'est un peu difficile à conceptualiser autrement, mais je trouve que cette notion d'alignement, elle est vraiment centrale dans cette question parce que le but, c'est vraiment de vous poser avec vous-même et d'avec honnêteté vous dire: est-ce que ce que j'ai fait me correspond? Est-ce que c'est comme ça que j'envisage ma pratique artistique? Et est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie d'artiste? Et c'est aussi pour ça que la deuxième question, c'est: est-ce que je suis dans la bonne direction pour mon objectif global ou mon objectif de vie? C'est parce que le but, c'est de prendre ce qu'on a fait et de voir si ça s'inscrit dans notre projet global. Parce que la difficulté, c'est que quand on avance au jour le jour, quand on est indépendant, on a tellement de choses à faire dans le quotidien que c'est un peu difficile de se dire: bon, là, vraiment, j'ai fait un pas vers ce que j'aimerais que ma carrière soit. Et donc cette question, elle est là pour justement faire ça et voir, par exemple, est-ce que ce que j'ai fait constitue une bonne brique pour la maison artistique que j'aimerais construire? Pas mal cette métaphore de maçonnerie, je trouve. Bref, et le but, encore une fois, c'est pas de se juger, mais c'est vrai que on aimerait bien que la réponse à ces 2 questions soit oui. Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Oui. Et est-ce que je vais dans la bonne direction? Oui. Mais néanmoins, si la réponse est un non, c'est pas grave et c'est pas un blocage qui est insurmontable. Encore une fois, ce bilan, il est à faire régulièrement, justement pour pouvoir compenser ces petits écarts s'il y en a eu et réajuster progressivement, histoire que vous passiez pas, par exemple, 1 an sur un projet pour vous rendre compte à la fin que, d'une part, vous n'y avez pas pris autant de plaisir que vous pensiez au début, que d'autre part, c'était un échec et qu'en fait, c'était même pas ça que vous vouliez faire à la base. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. Et encore une fois, dans la vie artistique, il y a rien qui est irrattrapable et là, je vais reprendre l'exemple des travaux dans une maison.
Bon, ben, on se rend compte que la plomberie, elle est mal faite, elle est foutue. Bah, en fait, c'est pas grave, il y a juste qu'à la refaire. On a mis un papier peint dans une chambre, mais en fait, c'est moche, ça nous plaît pas. Bah, on l'enlève, on refait. Il y a rien qui est définitif, il y a rien qui est dramatique. Tout est rattrapable et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer dans ce processus de séance un peu d'introspection. C'est que c'est pas grave en fait. Parce que la réponse, elle peut être non pour aussi tout un tas de raisons qui peuvent être liées à des circonstances extérieures. Par exemple, ben non, j'ai pas avancé parce qu'en fait, j'ai été malade pendant 2 mois, ça a été un peu compliqué, ou j'ai vécu des choses difficiles. Donc effectivement, non, j'ai pas avancé dans la bonne direction. Mais c'est pas grave parce que comme il faut pas ignorer les étapes du brouillon, il faut pas ignorer les circonstances qui circulent autour de nous et sur lesquelles on n'a pas de prise et qui nous influencent malgré tout tous et toutes. Et c'est aussi pour ça que je disais que c'est sans doute l'exercice le plus difficile des 3 que je vous ai proposé aujourd'hui, parce que c'est un exercice où on va essayer d'être vraiment bienveillant et objectif avec soi-même. Et l'idée, c'est pas de se taper sur la tête en se disant purée, qu'est-ce que je suis nulle. C'est normal d'avoir ce genre de pensée, mais justement, ce moment, il est là pour prendre cette pensée et se dire bon, ben peut-être j'ai été nulle, mais est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux faire mieux? Et comment je peux m'en sortir? Parce que la rumination qui est totalement normale et qu'on ne peut pas empêcher, malgré tout, il ne faut pas la laisser prendre le dessus. Et donc ces 3 outils que je vous ai donnés, ils sont là justement pour essayer de remettre du cadre pour empêcher qu'elles ne prennent trop de place et surtout qu'elles vous impactent dans votre pratique artistique ou dans votre santé physique et mentale. Donc je vous rappelle rapidement les 3 outils que j'ai essayé de vous proposer pour améliorer votre pratique artistique et que j'ai moi-même mis en place dans mon quotidien. La première, règle des 3 priorités. On se fixe 3 tâches qu'on aimerait bien accomplir dans la semaine. Deuxième outil, tenir un journal de bord pour noter vraiment concrètement ce que vous avez fait au quotidien. Et troisième point, faire régulièrement des séances d'alignement ou d'introspection où vous vous posez avec vous-même pour vous demander si vous avancez dans la bonne direction dans votre pratique artistique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'aime beaucoup essayer de concevoir comme ça des outils pour aider les artistes. Évidemment, j'ai pas la science infuse, mais comme j'ai dit, ça c'est des choses que moi j'ai mis en place et donc je me dis que potentiellement ça peut vous aider aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans ce domaine un peu de développement personnel, créatif, etc. Abonnez-vous à ce podcast, c'est vraiment très très important et je le dis pas assez, mais abonnez-vous. Laissez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!